Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e épisode d'I Am an Equestrian. Pour enregistrer ce nouvel épisode, nous nous sommes rendus au siège de la Fédération française d'équitation, au parc équestre fédéral de La Motte-Beuvron. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai effectué mon stage de fin d'études au sein du service juridique de la FFE, et c'était avec beaucoup de nostalgie et d'émotion que j'ai retrouvé mes anciennes collègues et amis. Et puis quelques bis plus tard, nous avons rejoint Frédéric Bouix, le délégué général de la FFE, afin d'enregistrer cet épisode. Nous tenions à remercier tout particulièrement Frédéric de s'être livré à l'exercice I Am an Equestrian, le podcast, pour y retracer son parcours personnel et professionnel et de nous fournir un aperçu de ses larges fonctions fédérales. Exceptionnellement, je vous demanderai d'être un peu indulgent avec moi. Je me suis fait très discrète lors de l'enregistrement de cet épisode, mais je dois vous avouer que j'étais un peu stressée d'interviewer mon ancien patron. Ce nouvel épisode est présenté par la start-up MyCoach et ce n'est pas un hasard. MyCoach, c'est le leader français du sport numérique. Cette start-up développe des applications web et mobiles pour accompagner la transition numérique du sport à tous les niveaux et quelle que soit la pratique. MyCoach est également le partenaire numérique de 8 fédérations françaises, dont la FFE. Grâce à cette collaboration, MyCoach va développer une gamme d'outils numériques destinés à tous les cavaliers. On retrouvera parmi ces outils une plateforme pour les clubs, une plateforme pour les moniteurs, ainsi qu'une application pour les cavaliers licenciés et également une version pour les non-licenciés. Tous ces outils seront synchronisés entre eux et permettront de structurer les clubs et de faire progresser toute la discipline. Nous sommes vraiment très heureuses de pouvoir compter sur cette start-up florissante pour parrainer ce nouvel épisode et de pouvoir partager avec vous ces premières informations ainsi que quelques visuels de cette nouvelle application, fruit du partenariat entre la fédération et MyCoach qui sera disponible à la rentrée prochaine. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Bonjour Frédéric Bouix, merci beaucoup de nous recevoir ici. On est aujourd'hui au Parc fédéral équestre, donc à la Motte-Beuvron, pour vous enregistrer au siège donc, de la fédération. Vous êtes le délégué général de la Fédération française d'équitation, mais il semble que votre nom ne soit pas aussi connu que ça du grand public et des cavaliers pratiquants licenciés de la fédération. Donc nous, ce qu'on voudrait, pour commencer, si c'est possible, c'est que vous vous présentiez un petit peu et que vous puissiez nous retracer le fil de votre parcours scolaire, professionnel, jusqu'à votre arrivée à ce poste de délégué général. Bonjour, effectivement, je suis délégué général de la Fédération française d'équitation depuis 2012, mais avant cela, j'ai eu un long parcours à la fédération, mais aussi en dehors. Si je retrace mon parcours de cavalier, je suis bien sûr cavalier, comme la plupart des collaborateurs de la fédération, depuis l'âge de 12-13 ans, où j'ai commencé la pratique de l'équitation. Dans mon sud-ouest natal, je suis originaire de la Dordogne, et j'ai commencé l'équitation par une équitation, on va dire classique, mais aussi beaucoup d'équitation d'extérieur, des promenades, des randonnées, et très rapidement, je découvre la discipline du trek que je pratiquerai ensuite en compétition. Voilà mon début de cavalier. Et comment est-ce qu'on devient délégué général de la Fédération française d'équitation ? Par quoi est-ce qu'on passe ? Quel a été votre parcours professionnel ? Alors mon parcours professionnel, je suis rentré très tôt, on va dire, dans les services de la fédération, au tourisme équestre. La fédération n'avait pas le modèle que l'on connaît aujourd'hui. C'était une structure confédérale avec 3 entités, le poney, le cheval et le tourisme équestre. Et je suis rentré au service du tourisme équestre qui recherchait un jeune, on va dire, pour dynamiser les services du tourisme équestre et s'occuper plus particulièrement de la discipline du trek, je venais de vous en parler, et également de la formation des plus jeunes cavaliers. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'univers fédéral, c'était en 1998. Est-ce que vous avez pu avoir à un moment un plan de carrière différent ou est-ce que en fait vraiment ça a été assez naturel pour vous d'arriver dans les locaux de la FFE et puis de prendre ce chemin-là ? Alors, je ne m'étais pas destiné à une carrière au sein de la Fédération française d'équitation, donc pas de plan de carrière fédéral. Je souhaitais être vétérinaire, donc un tout autre cursus. Je n'avais pas réussi à avoir les bonnes prépas après mon bac, donc j'ai pris une filière agricole avec un BTS production animale. Et puis très rapidement, passionné par l'équitation, cavalier, je vous le disais, j'ai passé le diplôme d'accompagnateur de tourisme équestre, puis de guide de tourisme équestre, en faisant un peu de compétition. Et c'est là où j'ai rencontré un certain nombre de représentants du tourisme équestre régional, puis national. Et une opportunité a fait que j'ai pu faire un stage au sein de la DNTE, ce qui était l'ancêtre du CNTE aujourd'hui. Et c'est comme ça que l'aventure fédérale a commencé en 1998. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la journée type d'un délégué général ? Quelles sont les missions, les tâches que vous avez à accomplir chaque jour à la FFE ?
Alors journée type, c'est un mot que je ne connais pas parce qu'il n'y a pas de journée type. C'est la richesse du poste. Effectivement, il y a une mission d'administration générale comme toute structure avec des fonctions support, mais le reste, ce sont les dossiers, les projets de la fédération, ce sont ses actualités avec effectivement, ça nécessite une grande réactivité, donc beaucoup de sujets très riches, très divers. C'est ce qui fait aujourd'hui la qualité du poste et en tous les cas raison pour laquelle je l'apprécie énormément. Qu'est-ce qui diffère une fédération d'une entreprise en termes d'organisation et est-ce qu'on y retrouve les mêmes fonctions? Alors les fédérations sportives sont des associations sur le plan des statuts, des associations de type 1901, avec une assemblée générale, un président, un conseil d'administration. Mais en ce qui concerne les fonctions support, les fédérations aujourd'hui sont gérées effectivement comme des entreprises. La Fédération française d'équitation compte environ 150 collaborateurs à l'heure où nous nous parlons. Et donc l'ensemble des fonctions support d'une entreprise se retrouve bien sûr dans une association. C'est ce qui fait d'ailleurs la solidité de la Fédération française d'équitation, c'est d'être gérée au quotidien comme une entreprise. On parle du coup entreprise-association. Est-ce que vous avez les mêmes, quelque part, contraintes de budget, de recherche aussi de rentabilité qu'une entreprise classique? Alors la rentabilité n'est pas à proprement parler le terme, étant donné que les associations sont dites à but non lucratif. Par contre, bien sûr, il y a une démarche économique. La Fédération française d'équitation est très peu aidée par les pouvoirs publics, un peu moins de 3% de son budget. Donc l'ensemble des autres ressources, c'est-à-dire 97%, sont des ressources propres. Donc en premier lieu, bien sûr, les licences, les engagements en compétition, mais aussi toutes les autres ressources que nous sommes en capacité d'aller chercher, que ce soit par des sponsors, des partenaires, des activités annexes, notamment celles que nous développons au Parquet Caisse fédérale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, parce que c'est vrai que nous, en tant que cavalier, licencié, pratiquant, etc., quand on pense à la FFE, à la Fédé, on pense très directement à Serge Lecomte, qui est la personne dont on parle le plus dans les médias, on va dire. Et quelle est votre place hiérarchiquement, ou en tout cas même par rapport à vos missions, par rapport à Serge Lecomte, comment sont répartis entre vous les rôles, les affectations en fait de missions? Donc Serge Lecomte est le président de la Fédération française d'équitation. Il est élu, comme dans les associations, donc il préside bien sûr l'ensemble des instances dirigeantes de la fédération. Pour ma part, je suis salarié de la Fédération française d'équitation et donc je dirige l'ensemble des services salariés. Bien sûr, l'entente est parfaite et la collaboration quotidienne, mais Serge Lecomte n'a pas de bureau, on va dire, à proprement parler, à temps plein au siège de la fédération. Il est élu, il est bénévole, ce que beaucoup de gens ne savent pas, mais les présidents de fédération sont la plupart du temps bénévoles. Et en tous les cas, effectivement, la ligne de démarcation, on va dire, est très claire et voilà, elle n'est pas statutaire, mais en tous les cas, chacun a bien entendu ses missions et les services de la fédération sont là pour mettre en œuvre les décisions prises par les élus. Donc, bureau fédéral, comité fédéral, présidé par le Serge Lecomte, le président. D'accord. Alors, moi, comme vous le savez, j'ai été à la FFE pendant 6 mois pour mon stage de fin d'études. Et c'est vrai que quand je suis sortie d'ici, tout le monde m'a demandé, mais comment ça fonctionne la FFE? Qu'est-ce qui se passe là-bas, etc. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les différents services qu'il y a à la FFE, combien il y a d'employés, etc. Donc la fédération, elle rassemble, ses membres sont déjà les groupements sportifs. Pareil, c'est important de le rappeler. On a tendance à penser que ce sont les licenciés qui sont les membres adhérents d'une fédération sportive. Et dans toutes les fédérations, pas qu'en équitation, ce sont les groupements sportifs. Les groupements sportifs, ce sont les poneys clubs, les centres équestres, les centres de tourisme équestre, les organisateurs de compétition qui adhèrent à la Fédération française d'équitation. Donc la première mission des services fédéraux et de l'action fédérale, c'est d'être au service de ses membres en leur offrant un panel de services en matière de développement, en matière de ressources. Vous avez eu l'occasion de découvrir ce service qui est en assistance juridique, sociale, fiscale des adhérents, en matière de développement, en matière de communication, en matière de formation, en matière de sport, bien entendu. Et donc, finalement, la fédération travaille plus comme une coopérative en mettant à disposition un certain nombre de services qu'elle développe, qu'elle modélise et dont elle permet l'accès à l'ensemble de ces 9500 adhérents sur tout le territoire national. Je vais faire rire un peu Léa, mais c'est pas grave. Pour préparer cet entretien, j'ai lu pas mal de choses et donc j'ai lu un petit peu donc de l'historique sur sur les missions qui vous ont été affectées, des missions particulières et notamment votre implication dans un peu le combat contre la hausse de la TVA à l'époque auprès des grandes instances gouvernementales. Et du coup, je me suis posé cette question-là et on en a parlé. Est-ce que ce poste de délégué général, il a pas une dimension politique pour vous pour faire le
lien entre la fédération et d'autres organisations gouvernementales. Est-ce que c'est pas un peu politisé quelque part ? Alors politisé, pas le terme, politique plus. Donc effectivement, en dehors des fonctions support qu'on a évoquées tout à l'heure, il y a une dimension politique. C'était le souhait des élus de la fédération en créant ce poste en 2012. Il n'existait pas auparavant. Il y avait un directeur général, mais qui était essentiellement sur des fonctions support. Donc le poste de délégué général a vraiment été créé pour ça, pour pouvoir faire le lien avec les pouvoirs publics, avec le monde institutionnel, national ou européen. Et le dossier de la TVA en a été une bonne illustration ces dernières années. C'est un combat qui continue. C'est un combat dans lequel la fédération et son président sont engagés depuis de nombreuses années. Et même si aujourd'hui l'actualité fait un peu moins parler du dossier, en tous les cas c'est un dossier que l'on suit au quotidien et il ne se passe pas une journée sans que ce dossier soit traité dans les services de la fédération. D'accord. La FFE, ça regroupe énormément de disciplines. Nous, on parle beaucoup de CSO parce que c'est un peu notre discipline, etc. Mais il y a le dressage, il y a le trek, il y a le tourisme, il y a aussi les centres équestres et le sport de haut niveau. Comment est-ce que la FFE elle arrive à vraiment gérer et faire se marier ces deux entités-là ? La fédération, je vous le disais, ses membres, ce sont les poneys clubs, les centres équestres. Et effectivement, sa première mission, c'est une mission éducative. C'est de transformer des piétons en cavaliers et effectivement faire que les gens montent à cheval. C'est ça qui fait qu'il y a encore des chevaux en France. Donc c'est sa première mission. Donc ça se fait avec les poneys clubs, les centres équestres, les écoles d'équitation, comme on appelle selon les endroits ou selon les régions, et avec les enseignants. Et donc tout repose bien sûr sur la qualité des enseignants et l'encadrement et les produits qui sont proposés pour former ces cavaliers, puis les fidéliser. La pratique sportive, elle vient dans un second temps. Elle vient une fois qu'on est un peu cavalier. On a la chance d'avoir plusieurs disciplines. Aujourd'hui, il y a plus de 30 disciplines développées à la fédération. Il y a les plus connues, les disciplines olympiques. Il y a des disciplines mondiales, donc où on retrouve des championnats du monde. Et ensuite, il y a d'autres disciplines qu'on peut appeler des disciplines de développement qui permettent un prolongement pédagogique et donc d'être utilisées pour la progression des cavaliers. L'adéquation entre club et sport, souvent les gens souhaitent opposer ces deux environnements. Il n'y a pas d'opposition. Je vous le disais, la compétition, c'est le prolongement normal d'une pratique sportive. Alors, tous ne souhaitent pas faire de compétition. C'est environ un cavalier sur 5 licenciés à la fédération qui fait de la compétition. Et cette compétition, aujourd'hui, elle est organisée donc des premiers niveaux, du niveau club jusqu'au plus haut niveau, en vue des grandes sélections internationales. Et je pense que la directrice technique nationale, Sophie Dubourg, a dû vous parler des Jeux Olympiques. C'est le cas. Et quel rôle joue la FFE auprès des organisateurs de concours ? Comment vous alliez à des organisateurs comme nous, qu'on connaît bien, Équitalion, les coupes, etc., qui sont organisées en France ? Alors il faut savoir que toutes les compétitions nationales ou internationales qui se déroulent sur un territoire national, c'est vrai en France, c'est vrai partout dans le monde, ne se déroulent qu'avec, on va dire, l'aval de la Fédération nationale, qui est la seule entité reconnue par la Fédération équestre internationale. Donc tous les organisateurs de concours sont avant tout membres de la Fédération française d'équitation et effectivement ils proposent un certain nombre d'événements que la Fédération française inscrit au calendrier international. Et ensuite ce sont des organisateurs, il en existe de différents types, dans différentes disciplines, de différentes dimensions. Les organisateurs que vous venez de citer sont des grands organisateurs, des grands entrepreneurs du sport. Et effectivement, on a la chance en France d'accueillir les plus grandes compétitions, notamment en saut d'obstacles, avec plus d'une dizaine de concours de niveau 5 étoiles. Est-ce que vous vous entretenez, vous, en tant que délégué général de la fédération, mais l'entité de la Fédération française d'équitation entretient-elle des relations particulières avec la FEI ? Est-ce qu'il y a des partenariats ? Est-ce qu'il y a des échanges spécifiques entre vous ? Donc la Fédération équestre internationale, nous en sommes membres, comme un certain nombre de pays dans le monde. Aujourd'hui, malheureusement, les sujets de préoccupation de la Fédération équestre internationale sont essentiellement liés au sport de haut niveau. Quelques dossiers émergent en matière de développement. C'est sur ces dossiers-là où je suis plus en contact avec mes homologues de FEI, que ce soit le secrétaire général ou le président. Mais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez mineur au sein de la FEI, étant donné que sa vocation première, c'est le sport de haut niveau. On peut le regretter parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en matière de développement et la France est visée comme modèle par rapport au développement de la pratique et nous traitons un certain nombre de partenariats avec des pays voisins ou plus lointains comme la Chine ou la Colombie pour créer des partenariats sur le modèle de développement de l'équitation, car cette équitation à la française telle qu'on la connaît, qui nous semble
normale lorsqu'on est cavalier en France en 2019. Elle n'est pas répandue partout comme ça dans le monde. Donc cette équitation où plusieurs cavaliers vont monter le même poney ou le même cheval dans une même infrastructure avec un même enseignant, ce cheval partagé, ce cheval mutualisé, ce qui a permis le développement de l'équitation en France. C'est un modèle vraiment typiquement français et c'est ce modèle-là que les pays étrangers viennent chercher en France pour développer la pratique pour le plus grand nombre dans leur pays, en complément de la pratique de haut niveau qui existe très souvent. Si mes sources sont bonnes, vous avez des enfants. Sont-ils cavaliers? Alors ils sont cavaliers, on ne les a pas forcés, ils sont cavaliers naturellement, effectivement. J'ai 4 enfants et qui ont entre 5 et 12 ans et ils sont tous cavaliers. Ils débutent la compétition cette année avec du tir à l'arc à cheval et un peu de saut d'obstacle. Ils devraient participer au Generali Open de France pour la première fois cette année. Et c'est quoi pour vous la pratique de l'équitation? Quelles sont les grandes valeurs qu'elle apporte à un enfant, ou même à un enfant, adolescent, adulte? En tout cas, qu'est-ce que le cheval, qu'est-ce que l'équitation véhicule auprès d'une personne en termes de valeurs, en termes de développement? Qu'est-ce que ça représente pour vous l'équitation? Pour l'équitation, on le disait, c'est effectivement il y a une forte dimension éducative par rapport au poney, par rapport au cheval. Sans ordre entre les valeurs, bien sûr une valeur de respect, ça permet également le travail sur la confiance en soi par rapport à l'approche de l'animal, un mammifère beaucoup plus grand que soi, qu'on soit adulte ou enfant, hein, la proportion entre l'être humain et l'animal cheval est importante. Et puis rapidement, l'ensemble des valeurs véhiculées par le sport en général, le dépassement de soi, la convivialité, mais voilà, un outil très fort en tous les cas dans l'épanouissement notamment des plus jeunes enfants. Est-ce que c'est ça que vous essayez de véhiculer dans la promotion, entre guillemets, du Generali Open de France? Alors le Generali Open de France, bien sûr, il assure la promotion de ses valeurs. Il est aussi et surtout le point d'orgue d'une saison sportive où les cavaliers, avec leurs enseignants, avec leurs parents, avec l'ensemble des poney clubs et centres équestres, se sont sélectionnés avec un projet sportif. Projet sportif, je le disais tout à l'heure, qui est venu compléter ou s'appuyer sur le projet pédagogique, et donc la compétition est vraiment utilisée comme un projet pour progresser dans la pratique équestre, et le Generali Open de France est le rendez-vous de l'ensemble des cavaliers de France, de ceux qui pratiquent la compétition, mais à la fois comme un objectif sportif, mais aussi comme une finalité d'une bonne saison équestre. Et le développement des disciplines, le développement des niveaux a permis à ce que chacun, en fonction de ses ambitions, en fonction de ses moyens, quels que soient les moyens, puisse avoir une fin de saison heureuse avec ses amis et sa famille au Generali Open de France. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la volonté et de la vision de la Fédération française d'équitation quand vous avez mis en place des circuits comme le Grand National pour, à notre sens, faire sortir des vraiment très très bons cavaliers au niveau national, mais aussi celui de l'Amateur Gold Tour par exemple. Quelle a été la volonté de la FFE en créant ces circuits-là? La volonté avec la création de ces circuits, ça a été de normer, on va dire, un certain nombre de compétitions, au-delà des niveaux que l'on connaît sur les appellations nationales ou internationales, d'englober ces différentes étapes dans un circuit avec un nombre d'étapes déterminé pour à la fois s'assurer du niveau d'organisation et puis vraiment faire des points de repère pour les compétiteurs, pour les organisateurs et également pour les médias, pour assurer une communication d'ensemble avec une appellation commune sur des choses semblables sur l'ensemble du territoire et structurer comme le Generali Open de France peut structurer la pratique des premiers niveaux de compétition. Le Grand National structure aujourd'hui le niveau des meilleurs cavaliers français avec une porte vers le plus haut niveau. Et on le voit encore ce week-end, au lendemain de Sopot, plusieurs des cavaliers de l'équipe de France étaient sur le Grand National il n'y a encore pas si longtemps. Vous venez d'en parler. Comment est-ce qu'on peut expliquer un peu le retard médiatique dont souffrent les sports équestres? Un peu moins, à mon sens, le saut d'obstacle aujourd'hui et le dressage, mais il y a encore tellement de disciplines qui sont très peu connues du grand public. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Il y a plusieurs réponses à la question. Effectivement, aujourd'hui, on peut regretter l'absence de médiatisation. Il faut aussi regarder ça sur un point de vue un peu plus global.
très peu de sports finalement, en dehors des grands sports, sont médiatisés. Une fois qu'on retire le foot, le tennis, donc effectivement c'est un mois par an, mais en termes de densité, voilà, ça fait un certain nombre d'heures. Un peu de rugby. Les autres sports sont quand même ultra minoritaires sur les grandes chaînes. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des web TV ou des chaînes spécialisées qui mettent en avant des sports donc avec une moindre visibilité. C'est notamment le projet du Comité olympique qui vient de créer une chaîne sur les sports pour valoriser des sports moins médiatisés. D'ailleurs, il y a un partenariat avec la Fédération française d'équitation dans ce sens. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est qu'on a un sport où on a plusieurs disciplines. Donc il est effectivement compliqué en termes de communication et de lisibilité de communiquer de la même façon. Et chaque sportif équestre voudrait que son sport soit valorisé de la même façon. Mais aujourd'hui, c'est le saut d'obstacle qui représente 85% de la pratique. C'est lui qui émerge un peu dans les médias. Et puis un autre aspect, c'est plus le format de nos compétitions. Nous sommes passionnés, nous arrivons à nous asseoir plusieurs heures devant un écran ou dans un stade pour regarder des sports équestres. C'est long pour du public novice, c'est pas forcément lisible. Donc voilà, il y a vraiment un travail à faire et on souhaite d'ailleurs que c'est des choses qu'on a proposées à la Fédération équestre internationale, de travailler les formats pour une meilleure médiatisation et mieux médiatiser les sports équestres sur des formats plus télévisuels. Dans la création du Grand National, est-ce que la partie visibilité sponsor, ça a été vraiment la fondation de la création de ce circuit-là? Parce que c'est vrai que c'est un des seuls circuits qui permet réellement à un sponsor d'associer son nom en fait au cavalier et c'est très novateur en fait dans les sports équestres finalement. C'était effectivement dans le cahier des charges, dans le projet initial du Grand National, qui est d'ailleurs le projet initié par Serge Lecomte il y a plus de 10 ans maintenant. Hein, ça fait 11 ans que le Grand National arpente les meilleurs terrains de concours français. La plus-value effectivement pour les partenaires de pouvoir s'associer à une écurie, étant donné qu'on a repris l'appellation qu'on le retrouve dans d'autres sports, notamment en sport automobile, c'est effectivement un plus et aujourd'hui on rencontre des partenaires d'écuries qui deviennent parfois des partenaires de la fédération ou d'autres organismes équestres. En tous les cas, ça crée de la visibilité et ça permet aussi sur le plan économique de supporter une partie des frais de la saison sportive des sportifs. Car les gains en compétition ne couvrent pas la totalité des frais, vous le savez. Et donc cet apport de partenariat, en échange de visibilité, est effectivement un point très important du circuit Grand National. Moi, quand j'étais à la Fédé en stage il y a 2 ans, j'ai vu le manège sortir de terre, ce plus grand manège d'Europe. Je sais qu'il y a des infrastructures absolument incroyables sur le parc équestre à la Motte. Quelle est la volonté de la Fédé relative à ce développement des installations et quelle est votre vision future pour la Fédération française ? Donc effectivement, le grand manège a été terminé l'an dernier. Il a été mis en service pour une première partie en 2018. La volonté, c'était pas de faire le plus grand manège, c'était de faire un équipement qui corresponde aux besoins réels de la fédération. Le manège, comme vous l'avez vu et vous pourrez le voir tout à l'heure, finalement, c'est un grand parapluie qui couvre une grande carrière. La première vocation de tout ça, c'est déjà de répondre aux besoins que nous avons déjà en interne sur l'ensemble des stages sportifs qui aujourd'hui se déroulent ou se déroulaient aux 4 coins de France avec des coûts élevés en matière d'infrastructures, de déplacement, d'hébergement. Donc c'est de pouvoir accueillir au Parc équestre fédéral l'ensemble de la logistique qui permette de faire les stages, de réaliser les stages pour les équipes de France dans la plupart des disciplines, la quasi-totalité des disciplines sportives pour toutes les catégories d'âge. Donc cet équipement répond notamment à ce besoin-là pour que les sportifs se sentent ici chez eux. Ils y ont les infrastructures d'hébergement et de restauration qui existent déjà. Il y a les box, il y a maintenant les surfaces sportives qui permettent de les accueillir dans de bonnes conditions. Il y a le siège de la fédération qui est leur support pour l'ensemble de leur participation internationale. Et donc c'est vraiment lorsqu'ils sont ici, qu'ils soient débarrassés de toutes les contingences administratives et qu'ils puissent se consacrer à leur préparation, à leur entraînement. Ça, c'est la première vocation de ce manège-là. Plus globalement, le parc équestre, il a été créé en 1994. Il a pour vocation d'accueillir ces championnats de France qui sont devenus aujourd'hui le Génia Open de France, championnat de France d'équitation poney, puis championnat de France d'équitation club en 2001, qui sont aujourd'hui le plus grand événement au monde, pour le coup, en nombre de cavaliers et de chevaux poney différents, avec plus de 15 000 couples différents qui prennent le départ chaque année pendant 2 fois 9 jours. Et au fil du temps, donc, les surfaces sportives ont été aménagées pour accueillir ces compétitions, mais aussi d'autres compétitions équestres organisées par la fédération ou par d'autres organisateurs ou par des associations de races, pour des éleveurs
pour plusieurs races de poneys et chevaux, et puis progressivement une activité de séminaire qui s'est développée, d'abord autour des fournisseurs de la fédération, puis progressivement par rapport à la qualité centrale du parc équestre, les mêmes qualités qui étaient recherchées par le Poney Club de France lorsque ce parc a été créé. Donc aujourd'hui un grand nombre de séminaires d'entreprises sur du gros matériel, sur des salons, sur des spectacles pyrotechniques, comme c'est le cas au mois de septembre, ou comme le Game Fair, un salon sur la chasse et la campagne qui vient de se terminer avec environ 100 000 visiteurs. Donc le parc équestre est vraiment un outil de développement de l'équitation, développement de la pratique, accueille des cavaliers et des clubs toute l'année. Il y a plus de 3000 clubs qui sont accueillis chaque année au Parc équestre fédéral, un lieu d'accueil pour l'ensemble des séminaires. Vous parliez tout à l'heure de la Fédération équestre internationale. Beaucoup de séminaires de la Fédération équestre internationale pour les juges, les arbitres, les vétérinaires se déroulent au Parc équestre par rapport aussi à la qualité centrale au plan européen et international de la France. Et puis, au-delà des aspects équestres, et c'est peut-être ce qu'il faut expliquer aux cavaliers, aux licenciés, c'est qu'à chaque fois que des non-cavaliers viennent au parc équestre, c'est un message positif pour le cheval. Et en tous les cas, ça parle cheval dans la tête des visiteurs et puis dans la tête des décideurs qui peuvent passer au parc équestre fédéral, comme un certain nombre de ministres qui ont foulé le sol du parc équestre ce week-end. Est-ce qu'il y a un projet un peu olympique derrière tout ça, par exemple la vocation du manège ou quelque chose sur le parc fédéral? Est-ce que vous êtes déjà dans une projection sur Paris 2024? Oui, la projection 2024, voilà, c'est un sujet. Il y a plusieurs sujets là-dedans aussi. Aujourd'hui, vous savez, tout le monde le sait, les épreuves équestres ont été arrêtées sur le site de Versailles. Ce qui était à la fois le projet de la fédération, mais qui ne correspond pas non plus au projet initial, car initialement le site du château de Versailles avait effectivement a été promu par rapport à la valeur ajoutée dans la candidature française, par rapport à l'image du château de Versailles. Le projet initial, c'était surtout un stade équestre pérenne devant le château. Aujourd'hui, au fil du temps et au fur et à mesure de la candidature, le stade équestre s'est éloigné. Il est aujourd'hui très loin du château, au bord des grilles. Le château sera peu visible des spectateurs. Et puis surtout, c'est un équipement éphémère. Tout sera démonté au lendemain des Jeux. Donc on peut effectivement regretter ces choix. Parce qu'à l'heure où on parle de jeux durables, de jeux responsables, d'héritage, aujourd'hui, le projet équestre à Versailles ne remplira aucun de ces trois critères. Donc le site fédéral, en tous les cas, il n'y a pas besoin de le construire. Il existe pour ça. Et si effectivement, dans les années à venir, dans les mois à venir, il y a des changements de cap pour que le projet sportif olympique, et notamment celui qui concerne l'équitation, respecte les engagements de la France, respecte les engagements du président de la République, et le site du parc équestre fédéral est disponible pour accueillir ces épreuves. Et l'ensemble des infrastructures aujourd'hui sont déjà construites, et les aménagements qui resteraient à faire sont minimes par rapport à tout ce qui va devoir être construit et démoli sur un site éphémère, comme c'est le cas à Versailles, et comme ça a pu être le cas à Londres, où on a pu aussi assister à une débauche importante de moyens pour construire un stade éphémère. Mmh. On est, donc Léa et moi, on est basé en Rhône-Alpes, qui est quand même une région extrêmement dynamique. On a de la chance à ce niveau-là. C'est une région très forte en termes de structure équestre, de compétition, etc. Et si on revient un tout petit peu, nous, depuis, on va dire sur les 10 dernières années, quand on est arrivé dans la région en tant que cavalier, qu'on a commencé en tout cas à faire de la compétition à aujourd'hui, il y a vraiment eu une atomisation considérable du nombre de centres équestres, du nombre d'écuries, du nombre de compétitions. À l'époque, on avait une jolie compétition, nous, autour de chez nous, dans le week-end. Maintenant, on en a 2, voire 3, dans des structures de qualité. Quel rôle la FFE joue-t-elle dans ce développement-là, en fait, justement? Est-ce que c'est quelque chose que vous supportez? Est-ce que ce phénomène-là s'inscrit vraiment dans une volonté fédérale de rendre l'équitation plus accessible, de la vulgariser aussi, et de faire en sorte qu'il y ait des structures pour répondre à une demande aussi croissante? Effectivement, le projet de la fédération, son but, c'est sa mission. Parlais tout à l'heure de ces 3 missions. Une de ces missions, c'est effectivement le développement de la pratique, c'est de transformer un maximum de piétons et d'en faire des cavaliers. Et donc ça passe bien sûr par l'évolution
du nombre de structures, mais aussi de leur qualité pour répondre au projet de chacun. Là-dessus, je souhaiterais répondre peut-être à une question que vous n'avez pas posée, mais souvent, on pourrait accuser la fédération de ne pas réguler le nombre d'établissements. Voilà, il faut juste savoir que la fédération n'a pas de pouvoir pour interdire ou réguler le nombre de structures équestres. La liberté d'entreprendre aujourd'hui en France, elle est libre, et les gens qui construisent des centres équestres sont des entrepreneurs, et ils ont cette liberté, qui est une liberté constitutionnelle en France, d'entreprendre et de pouvoir construire une infrastructure. Le pouvoir de la fédération, ça va être d'accompagner finalement ces structures et d'identifier les meilleurs. C'est le cas à travers des circuits de compétition. On a parlé du Grand National, donc ça c'est pour le plus haut niveau, mais également sur les circuits régionaux ou départementaux. Il y a depuis maintenant un an des circuits labellisés pour les régions et les départements. C'est destiné à accompagner les organisateurs qui jouent le jeu avec une appellation départementale ou régionale, notamment dans des régions comme Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, qui se sont recomposées, d'apporter une lisibilité et une offre de qualité pour que les cavaliers puissent s'y retrouver. C'est la même chose dans les centres équestres. On a une première démarche qui est un premier niveau avec les labels École française d'équitation qui sont les plus connus. C'est un niveau de conformité, c'est un premier socle où la fédération visite cet établissement pour s'assurer qu'un certain nombre de prérequis sont respectés. Et puis derrière, il y a une démarche supplémentaire de qualité qui est mise en œuvre par un certain nombre de collectivités régionales pour accompagner les structures équestres dans l'amélioration de leurs infrastructures, dans leurs pratiques. Et toujours pareil, pour augmenter la quantité, puis la qualité. C'est en deux temps, il ne faut pas opposer les deux. Mais encore une fois, la fédération n'a aucun pouvoir et aucun moyen. On voudrait bien lui en attribuer de temps en temps, mais elle n'a pas dans ce domaine-là, et elle n'a pas de pouvoir de police pour interdire ni le nombre, ni des structures qui pourraient ne pas remplir tous les critères. Voilà, elle n'a pas ce pouvoir-là. Ça appartient au service de l'État et du préfet lorsque certaines structures pourraient ne pas remplir toutes les conditions requises. Quand vous parlez de critères, c'est quoi justement? Quels sont les critères que la fédération entre guillemets surveille ou sur lesquels elle a encore un pouvoir à jouer? Critères de qualité, ça peut être quoi? La qualité des infrastructures, l'intégrité de l'animal, etc. Alors le maître mot par rapport à la fédération sur ces critères-là, c'est tout suggérer, rien imposer. Je vous le disais, on n'a pas les moyens ni le pouvoir d'imposer quoi que ce soit. Par contre, on a le droit de valoriser les structures qui remplissent un cahier des charges. C'est ce qui se fait à travers la démarche qualité de la fédération. Effectivement, il y a plusieurs critères. Je vais en prendre trois pour être bref. Il y a bien sûr une notion d'accueil pour l'accueil des cavaliers ou des futurs cavaliers et de leurs familles. Il y a une notion par rapport à la vie des animaux, avec le bien-être animal qui est un véritable sujet, les conditions dans lesquelles vivent les animaux. La fédération travaille d'ailleurs en ce moment à une pastille bien-être animal dans le cadre de la charte du bien-être animal dont elle est signataire avec les autres acteurs de la filière pour identifier les lieux de vie, les lieux de repos et les conditions de vie des animaux. Et le troisième axe, donc accueil, les animaux. Le troisième, ce sont les infrastructures liées à la pratique. Que les infrastructures liées à la pratique, quelles qu'elles soient, ça peut être de la voltige, ça peut être de l'équitation sur poney, ça peut être du tourisme équestre, que les infrastructures et le matériel correspondent au projet proposé par l'établissement équestre et les enseignants. Donc voilà les trois axes sur lesquels notre démarche qualité s'appuie. Et aujourd'hui, c'est de nature à faire progresser tout cela, mais tout cela est bien sûr, nous en sommes qu'au début. On a eu une forte croissance ces dernières années, et aujourd'hui, cette démarche qualité est très, très prisée par les dirigeants d'établissements équestres, et elle n'a vocation qu'à se poursuivre et à s'améliorer. On a une petite question qu'on vous avait pas soumise, mais c'est pas du tout une question piège, hein. Je tiens à le préciser. On voulait savoir où est-ce que vous, personnellement, dans 5 ans, vous voyez? Où je me vois, je ne sais pas, sûrement pas loin d'un cheval ou pas loin d'une structure fédérale. Aujourd'hui, je vous le disais, j'ai pas de quotidien. En tous les cas, je vis mon métier avec une grande passion, et je verrai, les 20 dernières années ont été passionnante. J'ai eu plusieurs vies au sein de la fédération. Elle a commencé au tourisme équestre. J'ai eu une vie d'élu, parce que j'ai été administrateur de la fédération, administrateur du comité national de tourisme équestre, élu également en région. J'ai pris des responsabilités internationales il y a 4 ans maintenant, en prenant la présidence de la Fédération internationale de tourisme équestre. Donc j'ai bon espoir que tout ça se poursuive. Et j'ai pas de plan de carrière. En tous les cas, je travaille au quotidien pour que tout se poursuive dans le bon sens, en tous les cas avec une véritable
motivation pour que tout ça se développe, pour tous surtout, parce que la pratique équestre, c'est une pratique pour tous. Voilà, j'ai aujourd'hui acquis une bonne connaissance du quotidien des structures équestres, des besoins de leurs dirigeants, des besoins de leurs enseignants. Je viens du tourisme équestre, pas des grandes structures que l'on peut connaître ou qu'on peut opposer à des plus petites de temps en temps, des structures rurales avec les difficultés que l'on connaît par rapport à la gestion du vivant, la gestion du foncier, le tracteur qui démarre pas, le poney à referrer, l'abreuvoir qui fuit. Tout ça, voilà, c'est aussi mon quotidien lorsque je quitte la fédération et que je retourne dans ma Dordogne natale. Donc voilà, tous ces acquis, voilà, je souhaite en faire profiter le plus grand nombre tant qu'on fera confiance aujourd'hui aux côtés du président Serge Lecomte. Si vous aviez un message à faire passer aux cavaliers français, quelle que soit leur discipline, quel que soit leur horizon, leur ambition, qu'est-ce que ce serait ? Qui pratiquent leur sport avec enthousiasme, qu'ils aient toujours un souhait de progresser, quelle que soit leur discipline. Et puis pour les plus motivés qui s'investissent dans les instances associatives, elles sont nombreuses, en département, région, au niveau national. Et je pense que si on aime son sport, si on veut bien s'en occuper, il faut à un moment donné aussi s'investir sur le plan associatif dans son sport. Merci beaucoup pour votre temps, merci pour toutes ces informations. J'espère qu'on aura éclairé un peu aussi sur le fonctionnement de la fédération. À tous les licenciés. À tous les licenciés et à toutes les personnes qui vont nous écouter, qui ne sont pas forcément toutes cavalières d'ailleurs. Merci à vous et merci à eux. Nous tenions encore une fois vraiment à remercier Frédéric Bouix qui nous a accordé tout son temps et sa disponibilité le jour de l'enregistrement de cet épisode. Ce fut très instructif d'en apprendre un peu plus sur l'intérieur de la Fédération française d'équitation. Vous pouvez retrouver la fédération sur Facebook, Twitter, Instagram sous les noms de FF Équitation et la start-up MyCoach sous le nom de MyCoach Sport sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous retrouver, nous, sous le nom de I Am an Equestrian Podcast sur Instagram. On attend tous vos commentaires en message privé. Si vous souhaitez soutenir I Am an Equestrian, vous avez la possibilité de verser un tip, c'est-à-dire un pourboire à partir de 1 € sur la plateforme sécurisée Tipeee. Chaque tip est pour nous d'un précieux soutien. On vous retrouve le mercredi 24 juillet pour un nouvel épisode de I Am an Equestrian et en attendant, on vous souhaite une très très belle journée.